not counting gang violence. Great. Le 10 septembre 2025, la trajectoire d'un jeune homme blanc prend brutalement fin à l'université d'Utah dans les États-Unis. Charles James Charlie Kirk est un homme blanc, conservateur et provocateur, adulé par certains et honni par d'autres, même si certains se réjouissent de sa mort, elle pose un problème bien plus profond. Charlie Kirk avait une chose que peu de gens possèdent encore aujourd'hui, le courage d'affronter des idées qui dérangent. Mais c'était toujours face aux autres et non caché derrière un écran, ce qui est le mal de la société aujourd'hui. Un orateur capable de polariser toutes les foules, qui ne demandait pas l'adhésion, et il lançait ce défi brutal mais simple, « Convainquez-moi que j'ai tort ». Et c'est ce débat-là qui est mort avec lui. Mais le convaincre de quoi ? Kirk, c'était la droite dure américaine sous stéroïdes, le rejet total de ce qu'il appelait l'idéologie woke, la haine de la diversité et de l'équité sous toute forme de reconnaissance des minorités. Et c'est pas une vidéo de gaucho, ni une vidéo de droitard, parce qu'il avait des idées que je partageais, et d'autres avec lesquelles j'étais radicalement opposé. Mais ça soulève une question, est-ce que toutes les idées méritent-elles d'exister ? Et quand une idée choque, est-ce un crime de la confronter ? Cet assassinat n'est pas simplement la fin d'une vie, il est le symptôme d'un monde malade. Comme l'écrivait Aimé Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Et quand un homme qui vivait pour débattre tombe sous les balles, ce n'est pas simplement son corps qu'on abat, c'est une partie de la démocratie qu'on enterre. Et pourtant, sa mort n'efface pas ses idées. Au contraire, elle les rend plus visibles, presque plus justifiables aux yeux de certains. Et dans un monde où nous sommes censés être égaux, la hiérarchie persiste. Dans les prisons, dans les conseils d'administration, dans les médias et dans les récits collectifs. Toujours le même narratif. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. La mort de Charles Kirk n'est donc pas un accident isolé. Elle est un signe. Quand un homme qui incarne la haine meurt, faut-il s'en réjouir ? Faut-il détourner le regard ? Ou faut-il accepter que même dans la mort, il nous tend un miroir ? Car son assassinat révèle à la fois plusieurs vérités. La fragilité de la démocratie occidentale. La gauche comme la droite ont vu leur voix harcelée, réduite au silence ou menacée. Ether Heyer, en 2017, militante antiraciste, tuée à Charlottesville lorsqu'un néo-nazi a foncé en voiture sur une contre-manifestation. David Amest, en 2021, député conservateur de droite, poignardé par un islamiste radical lors d'une permanence parlementaire. Ou encore Joe Cox, en 2016, député travailliste, gauche, pro-Union européenne et pro-migrant, assassiné par un extrémiste d'extrême droite. Et encore plus proche pour nous, Samuel Paty, en 2020, professeur tué pour avoir défendu la liberté d'expression autour des caricatures. Mais historiquement, cela a toujours existé. Vous remarquez que ce n'est pas la gauche qui est violente ou la droite qui est violente. Le vrai problème, c'est la radicalisation des idées qui mène à la violence, quel que soit le camp. Et tout cela est amplifié aujourd'hui par l'enfermement des réseaux sociaux, des espaces qui transforment les idées en slogans et les slogans en armes. La politique n'est donc plus une discussion, c'est devenu une guerre de moralité. Quelques jours plus tôt, l'Amérique s'est embrasée après le meurtre d'une jeune femme ukrainienne, assassinée par un Afro-Américain dans le métro. Un fait divers tragique, aussitôt transformé en carburant pour les extrêmes. Et voilà qu'on se retrouve avec deux morts, qui deviennent le cœur d'un débat polarisé, attisé par la droite dure comme par l'extrême gauche. Et ce climat n'est pas spontané, il est exacerbé par l'algorithme. Cet algorithme qui se nourrit de ce que l'on clique, ce que l'on like et que l'on regarde trop longtemps. Une étude américaine a démontré que sur Twitter, les contenus les plus amplifiés sont ceux qui attisent la haine et la colère contre les autres, même quand les utilisateurs disent vouloir autre chose. Et les gens voient surtout des contenus qui pensent déjà comme eux, ce qui réduit le dialogue et renforce les préjugés. Et résultat, l'opposition n'est pas simplement vivante, elle devient haïssable. Et c'est l'effet papillon des réseaux. Une vidéo, une phrase, un slogan répété 1000 fois et la prophétie s'accomplit d'elle-même. On pense voir une vérité émerger alors qu'elle n'est que le reflet de notre but. Mais ce reflet se répète, se renforce et finit par devenir une certitude. Et alors, on n'entend plus que cette phrase « Prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que le climat ne se réchauffe pas. Prouvez-moi que la France n'est pas devenue une terre d'islam. Prouvez-moi que les présidents français ne sont pas des traîtres. » Je déconne pour ça c'est facile à trouver. Mais bref, à force de tourner en boucle, cette formule devient incontrôlable. Elle ne cherche plus la vérité, elle ne cherche plus le débat, elle ne fait qu'enfermer chacun dans son camp jusqu'à ce que la contradiction elle-même devienne impossible. Et enfin, le paradoxe de la liberté d'expression. Le fameux « on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense ». Voilà le piège. La démocratie veut protéger la parole, mais elle nourrit aussi la haine. Et quand les mots deviennent des armes, ils appellent aussitôt des armes réelles. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la fameuse fenêtre d'Overton.
cet espace imaginaire qui définit ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas. Avant, le débat l'a déplacé lentement, au rythme des générations. Aujourd'hui, les réseaux sociaux la font bouger comme une tempête. Des idées hier extrêmes deviennent banales, par exemple la remise en cause des élections ou la banalisation des théories complotistes. Et ça, Charlie Kirk le savait, et c'est pourquoi il répétait « Convainquez-moi que j'ai tort ». Mais dans un monde où la nuance est devenue un crime, qui prend encore le temps de convaincre ? Qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Cette phrase écrite par George Orwell il y a plus d'un demi-siècle n'a jamais été aussi actuelle, car tout cela tient parce qu'il y a un narratif, un passif, un soubassement. Kirk n'est pas né de nulle part. Il est le fruit d'un chemin de pensée à tort ou à raison. Qui a raison dans un monde où le récit sur les Noirs a toujours été orienté dans une seule direction ? Celui qui dit que les Noirs doivent vivre comme les autres ou celui qui répète qu'ils n'auraient jamais dû sortir de leurs conditions ? Quand on parle des Noirs, dans les médias, que voit-on ? Un sprinter, un basketteur, un rappeur, un humoriste, toujours des corps qui courent, qui frappent, qui dansent et qui font rire. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. Sur TikTok, les vidéos les plus virales avec des Noirs sont des blagues, des caricatures et des stéréotypes. Jamais des démonstrations intellectuelles prises au sérieux par l'algorithme. Comme si l'homme noir ne pouvait exister que par sa force, comme si l'inconscient collectif n'avait jamais quitté cet héritage. Et même les Noirs eux-mêmes, combien de fois je les ai entendus se définir d'abord par leur corps plutôt que par leur intelligence. Mais cette réduction n'est pas qu'un simple stéréotype moderne. Elle est le fruit d'une histoire. Imaginez l'histoire de l'humanité comme une horloge de 24 heures, où minuit correspond à 8000 avant Jésus-Christ, aux premières civilisations humaines, et aujourd'hui, en septembre 2025, il est 23h59 et 59 secondes. Lorsque l'on prend le narratif des Noirs, c'est les captifs africains amenés par les Portugais en 1441 et il est 22h36. Comme si déjà, ils n'étaient pas capables de trouver leur propre terre. Si on pousse un peu plus loin, c'est les premiers esclaves africains qui sont débarqués en Virginie. Il est actuellement 23h01. Et en 1865, c'est l'abolition officielle de l'esclavage aux États-Unis et il est 23h20. Autrement dit, sur cette horloge, l'homme noir n'apparaît massivement que dans le récit à partir de 23h et toujours à travers l'esclavage. 2 heures seulement avant minuit et ça fait que 46 minutes qu'il n'est plus un esclave. C'est encore tout nouveau. Et peut-être que cela explique pourquoi, encore aujourd'hui, les Noirs sont vus tels quels qu'on les a décrits dans les dernières heures de l'histoire. Comme esclaves, comme corps, comme caricature. Car quand on ouvre les manuels scolaires, l'homme occidental apparaît dès la Grèce antique. Philosophe, législateur, inventeur, bâtisseur. Un récit linéaire, continu et glorieux dont on peut être fier. Et l'histoire, elle n'est pas neutre. Elle ne dit seulement ce que nous avons été et ce qu'on a le droit d'être. Et elle se lit dans les chiffres. Aux États-Unis, les prisons débordent de Noirs. Et dans les espaces de pouvoir économique ou politique, ils sont quasi invisibles. Et quand ils apparaissent, c'est bizarrement au nom d'un concept que je déteste, la discrimination positive. Comme si leur simple présence devait être justifiée par une politique spéciale plutôt que par des compétences. Et c'est là que la comparaison avec Kirk devient implacable. Car ce qu'on lui a fait, réduire sa voix au silence par une balle, on l'a fait aux Noirs depuis des siècles par des siècles de récits tronqués, mais répétés encore et encore. Mais s'ils sont à ce stade, est-ce que les Noirs sont le seul peuple dans cette condition ? Non. L'histoire est remplie de peuples effacés puis réinventés. Et la vraie question, c'est comment certains ont repris la main sur leur récit. Regardons la Chine. Présente dès l'aube des civilisations, dans notre horloge, elle arrive à minuit 38. Puis elle a été humiliée, effacée par les guerres de l'opium et réapparaît brutalement à 23h46. Et aujourd'hui, à 23h55, elle s'impose comme une puissance centrale et ce retour s'est payé d'un prix à un autoritarisme narratif. Et s'il y a un peuple qui domine par l'excellence du narratif, c'est le peuple juif. Pendant des siècles, persécutés, dispersés et exterminés, mais après l'horreur de la Shoah, ils ont reconstruit un récit. Et peu importe qu'on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 7 millions de morts, ce qui compte, c'est le récit. Là où le Congo et ses 20 millions de morts restent sous le silence des batteries de nos smartphones. Le peuple juif, lui, a réussi à imposer son histoire. Et un récit si fort, si incontestable, qu'aujourd'hui, en contester certains faits est devenu un crime. Et peu importe qu'on aime ou qu'on déteste Israël, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont maîtrisé leur narratif, consolidé leur image et imposé leur place dans l'histoire. Ils ont refusé d'être des vaincus éternels. Alors, il faut poser cette question frontalement. Les Noirs sont-ils maudits ? Car si les signes semblent pointer dans la direction,
Les prisons les plus remplies, c'est les Noirs. Les pays les plus corrompus, majoritairement en Afrique. Les zones marquées par la guerre, la famine, l'instabilité, toujours liées au continent noir. Charlie Kirk, lui, n'avait pas peur de heurter. Il a dit que le privilège blanc était un mythe. Il a dit que Martin Luther King était une figure trop glorifiée, presque mythologique. Et certaines allégations lui prêtent même des propos encore plus extrêmes que je ne vais pas relever ici. Mais quoi qu'il en soit, ces paroles, avérées ou non, traduisent une même obsession. Minimiser les oppressions, relativiser la souffrance et surtout, garder le contrôle du récit. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que depuis le début, je les nomme par leur couleur ? Comme si c'était le seul peuple de l'humanité qu'on définisse ainsi. L'arabe a été appelé le beurre, mais il reste arabe. Les indiens ont été appelés les rouges, mais ils restent indiens. Mais les noirs, eux, que sont-ils ? Africains ? Antillais ? Afro-américains ? Comment les définir correctement si eux-mêmes ne se définissent pas encore clairement ? On tombe encore une fois sous le contrôle d'un narratif non maîtrisé. Et puis soyons plus larges, que se passera-t-il quand notre civilisation sera effacée à son tour ? L'histoire a toujours montré que rien n'est éternel. Chaque empire finit par tomber. Le nôtre domine depuis 1492. Mais dans 1000 ans, dans 2000 ans, quelle image y restera de nous quand une autre civilisation prendra le contrôle du récit ? Car soyez-en sûrs, l'histoire sera réécrite. Elle sélectionnera, elle gommera, elle imposera une vision unique. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que j'aime ou pas les Noirs ?» La vraie question est « est-ce que j'aime ou pas ce que l'histoire de mon peuple raconte des autres ?»